Donc nous allons avoir une présentation sur les outils de financement, donc les bilans et les perspectives à la fois de l'ANR sur les différents programmes CO2, CI, d'investissement d'avenir, de l'ADEME donc sur le bilan des actions, et après une table ronde donc autour des pôles de compétitivité et comment mobiliser les PME sur la thématique du CSCV. Juste en 2 mots avant de commencer, je voulais un petit questionnaire est passé auprès des PME adhérentes de nos différents pôles de compétitivité pour connaître leurs besoins et est-ce qu'ils voulaient qu'on remonte quelques questions auprès de l'Assemblée aujourd'hui. Il est apparu que le principal besoin était un besoin d'animation, de prise de contact, principalement à l'attention des établissements publics, des industriels, et des besoins en termes de développement économique assez marqués aussi, avec un focus et un dénominateur commun pour tous ces acteurs-là qui concernait un développement à l'international. Donc vraiment, on est tout à fait dans le cadre de la journée et comme on a souhaité la construire, ce qui répond assez bien, je pense, à ces problématiques-là, mais on va pouvoir rebondir aussi à travers l'intervention de 2 PME. Avant de commencer, le pôle Accéléra s'excuse, donc à cause des grèves, ils n'ont pas pu prendre leur train ce matin pour nous rejoindre. Donc on n'aura que les pôles Avenia et Risque qui témoigneront cet après-midi. Donc je passe la parole à Isabelle. Voilà, donc je vais vous présenter les outils de financement ANR et faire un bilan des actions menées et des perspectives à venir. D'abord, j'ai parlé du programme CO2 qui avait des appels à projets de 2005 à 2008, puis de la transition avec le programme ESI de 2009 à 2010 qui a permis de couvrir les aspects captage, puis maintenant le nouveau programme CID qui inclut captage, stockage et valorisation du CO2. Je dirais aussi un mot des investissements d'avenir gérés par l'ANR et du colloque Bilan Énergie en janvier à Lyon. Alors, au niveau du rappel des objectifs du programme du CO2, quand il a démarré en 2005, c'était pour créer une communauté nationale pluridisciplinaire sur le CSC, qui n'existait pas. Il y avait des acteurs industriels ou publics qui intervenaient au niveau européen et international, mais il n'y avait pas encore de communauté nationale sur le sujet. Donc l'objectif, fédérer les acteurs de la recherche publique et de la recherche industrielle, renforcer notamment la communauté française académique, préparer les installations pilotes, contribuer à assurer la compétitivité des équipes de recherche nationales et de l'industrie française dans la compétition internationale et développer des savoir-faire adaptés au marché à l'étranger. Les résultats attendus du programme, donc il y a les enjeux en termes de captage, c'était donc réduire les coûts de manière très significative et ainsi que la consommation d'énergie des procédés. Au niveau du transport, réduire aussi le coût et garantir la sécurité. Au niveau du stockage, préciser les règles relatives à l'implantation des sites de stockage et puis à la sécurité de ces stockages. Et puis, il y a aussi au niveau transversal sur l'ensemble de la filière, tester la viabilité socio-économique et comment elle s'intègre dans les différentes politiques sectorielles, quelles sont aussi les contraintes spatiales et la perception aussi sociétale sur le sujet. Alors, il y a eu 4 appels à projets, donc de 2005 à 2008, 33 projets sélectionnés, 27 millions d'euros d'aide apportés par l'ANR. Vous verrez qu'au niveau des partenaires, il y a à peu près entre 25 et 30% de partenaires industriels, dont des PME, qui ont participé à ces projets, avec une aide moyenne par projet d'environ 800 kg apportés. C'est un programme en partenariat public-privé. On a eu, vous voyez, entre 20 à 30% de participation des entreprises, dont un taux de participation des PME qui s'est accru d'année en année, qui est jusqu'à atteindre 10% en nombre en 2008. Au niveau des pourcentages de financement des aides attribuées, donc la majeure partie est allée aux organismes publics et on a 17% de l'aide qui est allée aux industriels, dont 14% aux grandes entreprises et 3% aux PME. Alors maintenant, je vais vous montrer les différents projets qu'a financé l'ANR sur ces 4 éditions. Alors soit sur la thématique captage à gauche, soit stockage à droite, ou alors des aspects plus transverses, risque, acceptabilité, transport au centre.
Alors voilà les projets financés en 2005, sur l'appel à projet 2005. Les projets en 2006, alors les projets qui sont en gras vous ont été présentés aujourd'hui. Des projets de l'édition 2007 et les projets de l'édition 2008. Donc vous voyez qu'on couvre une large panoplie des thématiques de l'ensemble de la filière. Si on regarde plus précisément les aspects stockage CO2 maintenant, vous pouvez voir qu'à gauche, on a vraiment les premiers projets ANR sur le stockage qui sont apparus en 2005, les projets géocarbone que vous avez cités aujourd'hui, et qui s'intéressaient à des problématiques clés du stockage. D'une part, l'injectivité, l'intégrité, les méthodes de monitoring, la carbonatation, les procédés donc qui pourraient amener à une partie du CO2 à se piéger sous forme de carbonates minéraux. Et puis, on avait Picoref, qui était vraiment un projet pour établir une méthodologie de caractérisation détaillée d'un site de stockage afin de préparer un pilote sur le territoire français. Alors, ces projets initiaux, en fait, ont fait émerger de nouveaux besoins de recherche, de nouvelles idées, et qui ont conduit à des projets très ciblés, beaucoup plus ciblés après dans les éditions futures, soit sur les effets dans le proche puits, soit sur les effets pour la surveillance, le monitoring. Il y a un autre projet qui s'intéresse aux hétérogénéités géologiques et à leur impact sur le stockage. Un projet qui s'intéresse aux impuretés qui sont contenues dans le CO2, un projet sur les risques, un projet sur l'économie acceptabilité sociale dont vous avez vu un des éléments présentés aujourd'hui avec le sondage d'opinion, un projet dédié à la couverture aussi. Donc, en fait, tous ces projets ont vraiment contribué à l'émergence des pilotes sur le sol français, donc LAC et les démonstrateurs de recherche, mais aussi pour les démonstrateurs au niveau européen international. Donc, ce programme a permis de structurer et d'élargir la communauté française sur tous les maillons de la filière. Il a eu donc un fort impact sur la préparation des pilotes et démonstrateurs tant en France qu'à l'étranger. Alors, il n'y a pas eu d'appel à projet après en 2009 et 2010 parce qu'il y avait eu une chute du nombre de projets soumis et on attendait les démonstrateurs, les pilotes sur le territoire français afin d'y greffer des programmes de recherche. Au niveau du captage, il y a eu dans le programme ESI, avec ces deux appels à projet en 2009 et 2010, on a eu donc 2 projets sélectionnés en 2009 et 2 projets en 2010. Par contre, il n'y avait rien eu sur le stockage de nouveau depuis 3 ans. Maintenant, avec l'appel à projet SEED qui a démarré en 2011 sur l'ensemble de la filière, de nouveaux projets sont en train de voir le jour. Donc, ce programme SEED est articulé autour des systèmes énergétiques efficaces et décarbonés. Et il comprend 3 axes, donc efficacité énergétique, valorisation de la chaleur et aussi l'axe 3 qui est dédié au CSCV. Donc c'est un programme national français et des collaborations internationales sont encouragées, notamment sur le captage et le stockage de CO2. Il y a des accords bilatéraux qui sont à l'étude, notamment avec l'Espagne et le Canada, suite aux colloques franco-canadiens et franco-espagnols qui se sont tenus sur le sujet 2 ans de suite. Alors, au niveau de l'axe, premier axe, tous axes 3.1, qui est dédié au captage, donc vous verrez qu'il y a toutes les technologies différentes de captage qui nécessitent toujours de nouveaux développements, y compris donc le captage dans les procédés industriels. Au niveau du stockage, on a besoin de développer des technologies spécifiques de forage, de poursuivre les recherches sur les capacités de stockage, sur la caractérisation des sites, le management opérationnel, la surveillance des sites, sur les impacts environnementaux et les risques. Au niveau de la valorisation, le programme SEED ne s'intéresse qu'à la valorisation sans transformation, par utilisation directe du CO2 en trouvant de nouveaux usages ou par minéralisation sous forme de carbonate. Là, je sais que certains d'entre vous travaillent aussi sur d'autres voies, la valorisation donc par transformation biologique ou par transformation chimique pour créer des produits énergétiques ou à forte valeur ajoutée. Donc pour ça, il faut se rattacher à 2 autres programmes de l'ANR, le programme biomatière et énergie
et chimie durable, industrie, innovation. Ces 2 programmes où vous pouvez aussi soumettre donc des projets. Au niveau des aspects transverses, donc là sont concernés donc l'optimisation de la logistique sur toute la chaîne, les analyses de cycle de vie, les scénarios de déploiement à l'échelle d'un territoire. À noter aussi que toutes les recherches qui sont extrêmement importantes en sciences humaines et sociales sur la perception sociétale et l'adhésion du public à ces technologies sont plutôt rattachées au programme Sociétés innovantes. Donc là aussi, tous les projets à dominante sur ce thème doivent être soumis de préférence donc au programme, aux appels à projets Sociétés innovantes, qui est un nouveau programme à l'ANR. Alors maintenant, je vous donne les résultats de l'appel à projet SEED, donc qui s'est clôturé le 3 mai et dont les résultats ont été publiés fin septembre. Donc on a eu 52 projets soumis pour une aide totale demandée de 39 millions d'euros. Parmi ceux-là, il y en avait 17 qui concernaient le CSCV. Il y a 12 projets au total qui ont été sélectionnés pour une aide totale de 9 millions d'euros. Donc vous avez là, vous voyez qu'il y a eu 3 projets stockage sélectionnés, un captage, le reste en efficacité énergétique, en stockage thermique, et puis concernant aussi l'équipement des bâtiments. On a aussi 8 projets en liste complémentaire. Donc je vais maintenant vous détailler ceux qui ont été sélectionnés concernant le captage-stockage de CO2. Donc il y a un projet sur le captage qui concerne en fait, projet dalmatien, la dégradation des amines liquides et leur impact potentiel sur l'environnement, qui est une question qui se pose actuellement au niveau international. Donc on a une PME ici qui est impliquée. Il y a un projet CIPRES sur la caractérisation des impacts potentiels du stockage de CO2 sur la qualité de la ressource en eau souterraine. Donc c'est aussi une question clé qui se pose au niveau international. Donc ce projet est labellisé par les pôles DREAM et RISC et une PME est impliquée dans ce projet-là. Puis on a un projet EM Antomine qui développait des méthodes de surveillance électromagnétique et électrique et les appliquer au site pilote d'injection de CO2 à Antomine en Espagne. Donc ça, c'est un projet vraiment qui est en collaboration bilatérale entre la France, des équipes françaises et des équipes espagnoles, avec un test sur un vrai site d'injection de CO2. Il y a un autre projet physique qui s'intéresse au comportement hydromécanique des failles et à la sismicité induite lors de l'injection de CO2 avec une PME TPE impliquée. Ça, on a vu tout à l'heure aussi que c'était une thématique d'actualité. Et sur la liste complémentaire, on a 2 autres projets importants. Donc, un sur l'impact donc, des gaz annexes, des impuretés, et l'autre sur le procédé de combustion en boucle chimique pour le captage de CO2. Concernant les investissements d'avenir gérés par l'ANR, donc je vais parler des instituts d'excellence sur les énergies décarbonées. Donc il y a eu un appel à projet en 2010 qui a sélectionné 2 IED et qui tous les deux en fait peuvent concerner le CSCV. Il y a Indeed dont vous aurez plus de détails là tout à l'heure, qui est basé à Lyon et qui comprend un volet sur le captage de CO2. Et puis il y a Piver, basé en Picardie, qui peut comprendre aussi certains aspects de valorisation par transformation biologique. Il y a un autre appel à projet qui se clôture bientôt, et une des thématiques visées concerne les technologies du sous-sol. Donc là aussi, on peut s'attendre à ce qu'il y ait une partie concernant le stockage de CO2 qui soit traitée dans cette IED. Et pour finir, donc, je vais parler de ce colloque bilan énergie qui aura lieu à l'ANR, qui est le 2e du genre, puisque le premier avait eu lieu il y a 2 ans à la Villette. Et donc, le bilan les résultats sur l'ensemble du programme captage et stockage de CO2 sera présenté. Alors, vous n'aurez pas les mêmes présentations qu'aujourd'hui, rassurez-vous. Aujourd'hui, on a choisi des projets qui impliquaient des PME essentiellement, tandis que d'autres projets seront présentés à Lyon. Voilà. Donc j'en ai terminé et j'espère aussi vous voir à Lyon pour plus de
détails sur les résultats du programme CO2. Merci Isabelle. Nous allons passer maintenant à la présentation du bilan des actions de R&D ou outils de financement de l'ADEME par Stéphanie Arnoux. Donc l'objectif de cette présentation est de faire un bilan des actions de R&D sur le CSC qui ont été réalisées par l'ADEME et de présenter également les outils de financement mis en œuvre par l'ADEME en matière de soutien à la recherche et au développement sur la filière CSCV. Donc tout d'abord, un petit historique pour remettre nos actions dans un contexte un peu plus large. Donc l'ADEME finance des projets de recherche et de développement et des études technico-économiques sur le captage et le stockage du CO2 depuis 2001. Et ceci dans une logique en fait d'approfondissement des connaissances techniques et technologiques sur cette filière. En 2007, dans le cadre du contrat d'objectifs entre l'État et l'ADEME et dans le cadre de la réalisation du document d'orientation de notre stratégie recherche, l'agence, le CSC, est devenu le programme principal numéro 3 de l'agence avec pour grands objectifs 1. Favoriser l'émergence d'innovations significatives sur cette filière et de 2. Assurer l'animation de la thématique au niveau national et notamment au travers de l'animation du club CO2. En 2010, l'ADEME en fait a publié avec la collaboration du ministère de l'Environnement le panorama des voies de valorisation sur le CO2 qui est disponible sur notre site internet. Et ce panorama a permis de faire un état de l'art des technologies disponibles actuellement sur les voies de valorisation du CO2, mais aussi de pouvoir mettre en évidence le degré de maturité de ces différentes voies. L'ADEME, donc en 2010, a élargi en fait son champ d'études, son champ de compétences sur le CSC, en étudiant et en ouvrant la thématique en complément du stockage géologique à l'étude des projets de valorisation de CO2. Alors la stratégie recherche de l'ADEME peut être déclinée en 4 points. Le premier, développer une offre technologique nationale sur le captage et le stockage de CO2 et la valorisation du CO2. Le deuxième, l'objectif est d'expliciter et réduire les incertitudes liées à son exploitation, et ceci afin de mettre en place un environnement politique, économique et réglementaire qui soit propice à son déploiement. Et enfin, l'objectif de l'agence est de développer et consolider l'intégration technologique de cette filière dans les secteurs à la fois de l'énergie mais aussi de l'industrie manufacturière. Donc les actions de l'ADEME depuis 2001 peuvent être séparées en 2 grandes missions. La première, qui est une mission d'animation sur la thématique au niveau national, et la deuxième, une mission de financement en matière de recherche et développement. Donc, concernant la mission d'animation, on a réalisé depuis 2001 différentes actions. L'agence, notamment, a coordonné la réalisation de la feuille de route captage et stockage du CO2 et valorisation du CO2, sur lesquelles vous avez eu une présentation ce matin par ma collègue Nathalie Thibault. Autre action d'animation de l'ADEME, l'agence assure la présidence et l'animation du club CO2 depuis 2002. Le club CO2 étant un club thématique sur la filière CSCV, regroupant les acteurs principaux de la filière. Troisième action d'animation, l'ADEME assure la représentation de la France au comité exécutif de l'Agence internationale de l'environnement, de l'énergie, 2 intérêts pour l'agence sur cette action, c'est à la fois de faire une veille technologique et stratégique au niveau mondial sur la filière CSCV, sur les projets internationaux qui peuvent exister, mais aussi de pouvoir mettre en valeur la position des acteurs français et la position française en matière d'options technologiques, de développement de technologies dans le cadre de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Et enfin, dernière mission, action d'animation, l'ADEME, donc avec l'IFPEN et le BRGM, organise le colloque international sur le captage et stockage du CO2 en France, et dont la dernière édition a eu lieu en 2009, et normalement la prochaine édition aura lieu l'année prochaine en 2012.
Donc, concernant les financements en matière de recherche et développement, nous avons 3 types de financement. Le premier qui concerne le financement de thèses dans le cadre d'un programme annuel. Alors, il y a une petite erreur sur le transparent, mais en fait, nous avons financé depuis 2001 15 thèses sur le CSCV, dont 2, donc c'est ça l'erreur, sur le captage, et 13 sur le stockage géologique de CO2. Deuxième type de financement en matière de recherche et développement, le financement de projets de R&D et d'études technico-économiques sur le sujet. Et enfin, dans le cadre de programmes spécifiques, l'ADEME a financé et va financer des projets de démonstration. Donc, juste une petite slide en fait pour faire un focus sur le club CO2. Le club CO2 est en fait donc un club thématique sur le captage, le stockage et la valorisation du CO2. C'est un lieu d'échange et d'initiative qui rassemble les acteurs principaux de la recherche privée et publique sur cette filière. Il a été fondé en 2002 à l'initiative de l'ADEME avec la collaboration de l'IFP Énergie Nouvelle et du BRGM. Et actuellement, ce sont en fait ces 3 EPIC qui assurent l'animation et le secrétariat du club CO2. Donc le club accueille actuellement 30 membres, alors que ce soit des grands groupes industriels, des organismes publics de recherche, des EPIC, mais aussi des PME, comme par exemple on a Taram et Oxfam qui nous ont rejoints il y a quelques années. Et cette année, nous avons aussi intégré les pôles de compétitivité, donc le pôle risque et le pôle Avenia. Alors, ici, vous avez présenté en fait une cartographie des projets de recherche et des études technico-économiques qui ont été financés par l'ADEME sur la période de 2003 à 2011. Donc au global, c'est 28 projets de R&D et d'études qui ont été financés pour 20 millions d'euros de budget total cumulé et pour une aide allouée de 4,9 millions d'euros sur les 7 ans en fait sur 2003-2011. Donc sur ces 28 projets, 13 projets ont été financés sur la thématique captage de CO2 sur la période 2003-2009. 10 projets ont été financés sur la thématique stockage géologique et plus particulièrement sur les risques liés au stockage géologique et les études d'impact environnementaux et sanitaires liées à l'exploitation de stockage géologique de CO2. On a eu un fort engouement depuis 2008 sur cette thématique, qui est très importante pour le déploiement de la filière. L'ADEME a également financé donc 2 études de préfaisabilité de déploiement de technologies de captage, stockage et valorisation du CO2 sur les bassins industriels, sur 2 bassins industriels français. Donc la première qui s'est déroulée en 2009 sur la zone du bassin du Havre et la seconde donc qui démarre juste en cette fin 2011, le projet donc Vasco qui vous a été présenté précédemment. En moyenne, l'aide allouée par projet, c'est environ 200 000 euros par projet qui sont donnés en subvention. Et les projets tournent sur une durée de 6 mois à 5 ans. Donc ça dépend vraiment de la thématique. Alors toujours dans le bilan de nos activités, suite aux recommandations en fait du Grenelle de l'environnement en 2007, un fonds de soutien au déploiement et au développement de démonstrateurs de recherche sur les nouvelles technologies de l'énergie a été créé. Et dans ce cadre, en 2008, l'ADEME a lancé un appel à manifestation d'intérêt sur le captage, le stockage et le stockage géologique du CO2. Donc, cette AMI, les axes thématiques qui ont été financés dans le cadre de cette AMI, suivaient bien sûr les objectifs de la feuille de route de 2008, qui avait été réalisée en 2008. Et suite à cette AMI, 3 projets sont actuellement en cours. Ils vous ont été présentés donc notamment toute la journée. Donc, le budget total de ces projets est de 103,5 millions d'euros et pour une aide allouée de 38,1 millions d'euros au total. Donc les projets démonstrateurs, donc le projet CE2A2 porté par EDF, le projet France Nord porté par Total et le projet TGRBF porté par ArcelorMittal. Dans la continuité en fait du financement de démonstrateurs de recherche, l'État a
confié la gestion d'un programme démonstrateur et plateforme technologique en énergie renouvelable et décarbonée et chimie verte à l'ADEME, et ceci dans le cadre du programme Investissement d'avenir. Cette convention sur cette thématique est dotée d'un budget de 1,35 milliard d'euros, et dans cette convention, la thématique captage, stockage géologique et valorisation du CO2 en fait partie. Par contre, il n'y a pas encore de budget fixe pour cette thématique. Donc, l'appel à manifestation d'intérêt qui a été lancé cette année, donc en mai 2011, dans le cadre de ce programme Investissement d'avenir, est en cohérence avec la feuille de route stratégique sur le CSCV qui a été réalisée l'année dernière. Et l'ADEME va avoir 2 types de soutien dans le cadre de ces projets démonstrateurs, notamment en apportant pour 1/3 maximum des subventions à ces projets de démonstration, et pour 2/3 au minimum, apportant des avances remboursables, en fait, apportant une aide, mais avec des retours financiers qui peuvent se décliner sous avances remboursables ou prises de participation. Donc cet appel à manifestation d'intérêt a été ouvert en mai 2011 et se clôturera le 15 novembre 2011. Alors concernant les thématiques de cette AMI, donc sont concernés les démonstrateurs de recherche sur les technologies 2e génération de captage de CO2, et ceci pour les secteurs industriels ou la production d'électricité, et pour des démonstrateurs qui pourraient être réalisés en France ou à l'étranger. Deuxième thématique de cette AMI, ce sont la création de plateformes technologiques pour le transport et le stockage géologique de CO2. Et troisième thématique de l'AMI, donc la valorisation du CO2, qui peut être pour l'utilisation industrielle du CO2, donc sans transformation, la valorisation du CO2 par transformation chimique ou la valorisation par transformation biologique. Donc en parallèle de cette AMI, l'ADEME a un budget annuel de R&D pour financer en fait différents types de projets. Alors nos orientations pour 2011-2012, tout d'abord, depuis plusieurs années, donc nous finançons dans le cadre d'un programme thèse annuel, donc différentes thèses, et notamment il y aura une thématique captage, stockage et valorisation du CO2 dans le cadre de cet appel à candidature, qui sera ouvert de janvier 2012 au 31 mars 2012. Deuxième type de financement pour l'année 2012, le financement de projets de recherche et de développement et les études technico-économiques sur le sujet. Alors le financement de ces projets est réalisé dans le cadre du régime d'aide à la recherche et au développement et à l'innovation. Donc les projets concernés peuvent être des projets portés par des acteurs privés ou publics de la recherche, sur de la recherche industrielle appliquée ou sur des développements expérimentaux de prototypes ou de méthodologies. Alors les projets peuvent soit être des projets en propre portés par un seul partenaire ou en coopération entre des organismes publics de recherche, des grands groupes industriels et des PME. Alors les demandes d'aide auprès de l'ADEME dans le cadre de financement de ces projets de recherche et de ces études pourraient être réalisées de 2 façons, soit par appel à projet, soit de gré à gré. Gré à gré, c'est-à-dire que on aura des orientations thématiques d'ici fin 2011, pour le financement de projets. Il y aura donc une fiche programme annuelle de financement. Et donc ces projets qui nous seront soumis de gré à gré, donc pas dans un cadre rigide comme un appel à projet, pourront nous être proposés de fin 2011 à avril 2012 et bien sûr en cohérence avec les thématiques qui seront affichées par l'ADEME. Alors, l'ensemble de ces fiches programmes sur ces appels à projets et ce programme de gré à gré seront disponibles sur notre site internet d'ici fin novembre 2011. Et donc, la période d'ouverture pour les 2 modes de financement sera environ, alors c'est à confirmer d'ici fin novembre 2011, mais ça sera environ décembre 2011 à avril 2012, pour ensuite une instruction des dossiers sur la seconde moitié de l'année 2012. Donc les axes thématiques de recherche visés dans le cadre de ces financements de projets de R&D, de ces thèses et de ces études technico-économiques sont pour 2012 l'efficacité énergétique des procédés de captage, donc la réduction de la pénibilité énergétique des procédés,
la question de la faisabilité technique du stockage géologique de CO2 et notamment la problématique des outils de surveillance et méthodologies de surveillance et de contrôle des sites de stockage géologique de CO2, que ce soit de la phase opérationnelle à la post-fermeture des sites. Autre thématique visée pour 2012, l'étude des impacts environnementaux et sanitaires de l'ensemble des maillons de la chaîne de valeur, captage, transport, stockage géologique du CO2 et valorisation du CO2. Autre thématique pour 2012, le financement de travaux de prospective pour l'aide à la décision, pour le déploiement de technologies sur cette filière, mais aussi la recherche prénormative sur le CSC et les questions études sur la faisabilité sociale de tels projets. L'objectif en fait de l'agence, d'une manière globale, à travers ces financements, alors que ce soit au travers des projets de démonstration, mais aussi au travers du financement des thèses et des projets de recherche, c'est d'enrichir les connaissances sur cette filière, mais aussi de créer une dynamique nationale. C'est aussi pourquoi on avait organisé aujourd'hui ce colloque, c'est de créer une dynamique nationale en intégrant des PME innovantes qui pourraient mettre leurs compétences au service de cette nouvelle filière, mais aussi en finançant des projets collaboratifs entre industriels, organismes de recherche et PME qui permettront aux PME de s'intégrer sur cette nouvelle filière. Donc, je vous remercie de votre attention et vous avez en fait de présenter les contacts à l'ADEME si vous avez des questions après cette manifestation. Donc, dans le cadre de l'appel à manifestation d'intérêt sur le CSCV, c'est donc Nathalie Thibault qui est la correspondante à AMI et vous pouvez nous écrire à l'adresse cscv@adem.fr. Et dans le cadre des projets de recherche sur le CSC et la valorisation du CO2, donc je suis l'interlocutrice principale. Voilà, je vous remercie. Et juste, alors avant que Sébastien reprenne la parole, je souhaitais tout de même remercier en fait le pôle risque qui nous a quand même assisté et aidé à organiser cette manifestation. Et c'est vrai qu'au niveau logistique, ça a été, vous avez quand même pris pas mal de travail, donc je souhaitais vous remercier et je pense que c'est une réussite. Merci. Merci beaucoup. Donc, nous allons continuer par une table ronde sur comment mobiliser les PME sur la thématique du CSCV. Jacques Jacobs va nous faire une présentation rapide du dispositif des pôles de compétitivité. Je voudrais profiter de l'absence du pôle Accéléra qui n'a pas pu nous rejoindre et donc qui ne pourra pas nous présenter aussi l'Institut Indeed, pour, avec votre accord, proposer à Laurent Stavo, qui nous a fait l'honneur de nous rejoindre cet après-midi, Laurent Stavo étant le représentant en région PACA du pôle de compétitivité Trimatech, qui donc œuvre sur le volet valorisation et qui porte aussi donc le dossier de l'IED Green Star. Voilà, Laurent, si tu veux nous rejoindre. Je laisse la parole à Jacques, qui va nous présenter à la fois donc le dispositif des pôles, mais aussi le pôle Avénia. D'accord, merci. Le titre est « Comment mobiliser les PME sur la thématique CSCV ». On a vu un grand nombre d'acteurs dans ce domaine en France aujourd'hui, des grands industriels, le ministère représenté, il y a l'ADEME, l'ANR, les EPIC. Il manque quand même un peu les PME-PMI et les pôles de compétitivité. Et pour commencer, je vous fais un petit rappel, qu'est-ce que c'est un pôle de compétitivité ? Bon, d'abord, un pôle de compétitivité, c'est quelque chose, un cluster, on peut l'appeler comme ça, reconnu individuellement par l'État. C'est le premier point. Bon. En effet, ils ont été créés en 2005 pour, disons, dynamiser l'innovation en France. Un pôle de compétitivité regroupe en réalité les centres de recherche publics-privés, les entreprises et les centres de formation, pour finalement travailler ensemble, pour aller vers des projets d'innovation, des projets collaboratifs d'innovation, et essayer de faire, bien sûr, contribuer au développement économique de leur territoire. Alors, comme c'est dit dans cette diapo, rendre l'économie plus compétitive, oui, quand on fait l'innovation, on avance par rapport aux autres et bien sûr, vous avez des opportunités de vendre de meilleurs produits et de vendre plus de produits. Bon, ça peut lutter contre la délocalisation,
Ça peut aussi aider à des reconversions des bassins industriels qui sont en train de vieillir en France. Ça peut créer des emplois, disons, au moins maintenir les emplois. Commençons par ça, pour tous les pôles, il est facile de créer des emplois. Et bien sûr, transformer un peu la recherche publique et privée par le rapprochement entre ces chercheurs et l'industriel. Alors, il y a 71 pôles en France, labellisés dans 3 vagues successives. Ça a commencé en 2005, par la suite une autre vague en 2007, si je ne me trompe pas, et la dernière vague en 2010, où il y avait 6 pôles écotechnologiques qui ont été labellisés. En même temps, on a délabellisé 6 autres pôles, il faut le savoir, ça veut dire le nombre des pôles est resté constant pendant un certain temps. Alors, un pôle de compétitivité en territoire. Un territoire économique sur lequel le pôle travaille. Bon, pour le pôle Vénia, de lequel je suis le président, c'est par exemple la région Aquitaine. On travaille sur le développement économique de notre région. Ça ne nous interdit pas d'avoir des contacts avec nos collègues pôles, d'avoir des collaborations entre nous, voire d'aider des entreprises ailleurs quand ils sont dans notre domaine d'activité, parce que chaque pôle de compétitivité a un certain nombre de domaines d'action stratégiques, les DAS, qui sont bien définis. Ça veut dire on peut supposer aujourd'hui qu'avec 71 pôles, on couvre à peu près toutes les filières industrielles existantes en France. Je ne vous donne pas la garantie, mais je pense qu'on n'est pas loin. Alors, pour le CSCV, il y a 3 pôles qui ont été identifiés par le MEDTEL comme acteurs de ce filière. Avenia, bon, c'est le pôle que je suis le président, Accélérin et le pôle risque. Bon, le pôle risque travaille surtout sur les risques industriels du stockage souterrain du CO2. Accélérin, c'est plutôt axé sur tout ce qui est captage et valorisation. Et Avenia, comme je vais vous dire tout à l'heure, sur le transport et le stockage souterrain géologique du CO2. On n'est pas le seul, on est les pôles qui ont une vraie grande thématique dans ce domaine-là. Il y a des autres pôles qui interviennent dans les domaines du CSCV, Trimatec, KPNJ, IR, pôle Merpaca et Bretagne, à titre d'exemple. Alors, je commence avec une présentation du pôle Avenia. Le pôle Avenia, bon, les axes stratégiques du pôle sont en haut. Le premier axe pour nous, c'est le développement responsable des ressources fossiles. Axe important parce que bon, on a encore besoin de très longtemps des fossiles, des ressources fossiles, le gaz, le pétrole et le charbon. Il faut essayer de développer et d'utiliser ces ressources avec un plus grand respect pour l'environnement. On peut penser à les eaux de production, l'efficacité énergétique des installations. Bon, ce sont des thématiques qu'on traite là-dedans. Deuxième thématique, c'est la géothermie industrielle, la géothermie profonde, disons à partir de 500 mètres, voire 1000 mètres, branchée sur des réseaux chaleur. Ce sont des grandes installations et on a tout à faire pour redynamiser la filière industrielle en France. Il y a le stockage géologique d'énergie. Bon, le jaune est mal tombé, je vois que c'est l'autre case. C'est l'autre axe un peu plus futuriste sur lequel on travaille. Et finalement, on a le stockage et transport, ou le transport et stockage géologique du CO2. Tous ces axes ont quelque chose en commun. En principe, pour tous les 4 axes du pôle Avenia, on travaille sur les équipements d'acquisition des données, le traitement des données, le logiciel qu'il nous faut, le traitement de l'image. Parce qu'avant d'accéder au sous-sol, bien sûr, il faut faire une image d'une façon ou l'autre. Vous avez vu quelques images aujourd'hui dans les présentations, avant qu'on peut faire, par exemple, un stockage géologique du CO2. Deuxième point, bien sûr, dès qu'on a une bonne image, on veut y accéder, on a besoin des équipements pour faire les forages. Il faut avoir des techniques pour conditionner les puits. Bon, il y avait à nouveau quelques présentations sur les difficultés éventuelles autour de terre de puits. Il y a énormément de développement à faire parce qu'on a affaire avec un produit qui n'est pas inerte, le CO2 réactif. Et il faut développer des techniques de conditionnement des puits de forage. Et par la suite, il y a aussi un problème de traitement des produits extraits. C'est moins sûr, bien sûr, pour le stockage géologique du CO2. C'est plutôt, ça s'applique à des autres activités stratégiques du pôle. Et finalement, on a besoin des matériaux performants pour l'exploitation et le transport des produits du sous-sol ou le CO2. Là aussi, il y a énormément de travail à faire encore avant qu'on peut avoir des installations industrielles qui durent dans le temps.
Alors, dans cet ensemble-là, il y a énormément de la place pour les PME-PMI. Bon, on sait très bien, les opérations sous-sol, grand échelle, sont pour les grands opérateurs, qui sont capables d'assumer ces grands projets. Par contre, les grands opérateurs ont besoin des PME-PMI pour mettre en place les installations avec des produits qui sont fiables, qui durent dans le temps, qui sont innovantes, parce qu'on a besoin de l'innovation. Pour la VNIA, alors, transport et stockage géologique du CO2, c'est d'abord la modélisation. Bon, à un moment donné, on veut faire un stockage, il faut faire une modélisation du comportement du CO2 dans le sous-sol. Ça peut être fait par les entreprises sous-traitants des grands groupes. Il y a le problème de surveillance des sites. Surveillance des sites de deux façons, bon, pendant l'injection et par la suite aussi, après, disons, le fin de l'injection, il faut continuer à suivre ce qui se passe dans le sous-sol. Pour cela, nous avons besoin des capteurs. Il y a le problème de microsismique, il y a l'instrumentation de mettre autour, comme on a vu tout à l'heure avec le projet Sentinelle, y compris les logiciels. Tout ça, ça peut être fait par nos PME-PMI. Il y a le problème des analyses environnementales. C'est quelque chose qui dure dans le temps. Vous avez vu le projet de Rousse ou le projet de Lac. Il y a tout un programme qui s'étale dans le temps pour continuer à suivre l'évolution de tout ce qui est sous-sol et atmosphère autour de ce site. Et par la suite, il y a, et c'est plutôt pour les bureaux d'études, de travailler sur les aspects sociétaux, juridiques et économiques. Il y a beaucoup de travail à faire qui peut être finalement, après R&D, être transféré vers les PME-PMI. Et j'ai mis en italique formation. Et bon, on n'a pas encore bien réfléchi qu'est-ce qu'on a besoin comme futur métier autour des sites de stockage géologique du CO2, mais il y a une réflexion en cours pour dire, écoute, il nous faut tel et tel technicien, tel et tel ingénieur pour mettre en place ces sites. Je m'arrête ici, je passe la parole à le pôle Accéléra qui a été Accéléra qui n'est pas là. Voilà. Donc, vous avez les présentations qui sont là. Pour votre information, toutes les présentations de la journée, de toute façon, on va demander aux différents intervenants s'ils sont d'accord pour pouvoir les mettre sur le site du colloque. Donc, vous pourrez les consulter. Et je vous invite, il y a les coordonnées aussi du pôle Accéléra qui suivent. Donc un pôle qui est basé sur Lyon et qui œuvre avant tout sur donc le captage, en ce qui nous concerne, le captage de CO2 avec de nombreux projets. Certains ont été présentés aujourd'hui, qui ont été labellisés. En l'occurrence, il y avait un projet ANR qui a été présenté aujourd'hui. Je passe rapidement les différents slides. Je ne voudrais pas dire de bêtises sur les marchés, sur les écosystèmes du pôle Accéléra. Et sur le projet Indeed qui a été retenu dans le cadre de l'appel à projet des IED. Et donc Stéphane Cressman aussi devait faire une présentation et s'excuse encore une fois. Nous allons passer, si vous êtes d'accord, à la présentation du pôle risque. Richard. 5 minutes. Oui. Bonjour à tous. Alors, d'abord, je voudrais remercier l'ensemble de nos co-organisateurs, puisqu'on ne l'a pas organisé tout seul, de nos partenaires et puis de nos sponsors. Je vais peut-être simplement rajouter juste un petit mot par rapport à la présentation des pôles de compétitivité, parce que ce qui est peut-être pas clair pour tout le monde, c'est qu'on vous a parlé de labellisation de projets. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les pôles de compétitivité aident à l'émergence de projets, comme Jacques vous l'a dit, et labellisent des projets. Cette labellisation peut être obligatoire ou facultative en fonction des guichets de financement qu'on adresse. Il y a un guichet naturel des pôles qui s'appelle le Fonds unique interministériel, le FUI en bon acronyme, pour lesquels le passage par la labellisation dans un pôle de compétitivité est obligatoire. Pour l'ANR, elle n'est pas obligatoire. C'est un élément d'appréciation des projets par les comités de sélection, pas par les comités d'experts, mais par les comités de sélection de l'ANR. Et c'est des projets qui sont identifiés comme devant faire l'objet d'une communication particulière et qui bénéficient en fait d'un abondement de 7% à destination des organismes de recherche qui participent à des projets pour faire de la dissémination et de la communication autour des résultats du projet. Et cette labellisation sert en dernier... Alors, on peut labelliser des formations, Jacques l'a abordé, et aussi dans le cadre des investissements d'avenir, il y a certains appels à projets des investissements d'avenir pour lesquels la labellisation par un pôle est obligatoire, et pour certains autres, c'est là aussi un élément d'appréciation. Alors, effectivement, on va rebondir toujours sur la question des PME, des projets d'innovation, parce que c'est notre métier de base, et des territoires. Alors, au sein du pôle, on travaille effectivement sur l'innovation autour de la gestion des risques de manière très large,
en sachant qu'on parle de risques majeurs industriels, naturels, urbains, on ne parle pas de risques financiers, on a été bien inspiré au demeurant, quoique il y a un pôle en France qui s'en occupe, autour donc de territoires et d'entreprises, comme Jacques vous l'a dit, avec deux grands sujets chez nous que vous avez vus autour du CSCV, qui illustrent bien d'une part une thématique filière, le projet Manaos, et d'autre part une thématique vraiment territoire avec le projet Vasco, puisque le pôle accompagne ce projet, comme vous l'avez vu, dans une logique de développement industriel aussi, et de maintien de l'emploi sur la zone industrielle de Fos. Donc le pôle aujourd'hui risque à 5 DAS ou axes stratégiques ou thématiques, ça dépend comment on souhaite les appeler. Le premier, c'est tout ce qui est système de surveillance environnementale, capteurs, réseau de capteurs, monitoring, tout le lien avec ce qui se passe autour du programme GMES, pour ceux qui le connaissent, de l'Agence spatiale européenne. Alors les pictogrammes, les titres sont un peu moins parlants, mais vous pourrez les retrouver sur notre site. Le deuxième, c'est tout ce qui est solutions innovantes pour la formation à la gestion des risques et à la gestion de crise. Pas à destination des forces de sécurité civile essentiellement, mais plutôt à destination des grands opérateurs de réseau, des opérateurs d'infrastructures critiques ou d'infrastructures vitales, des élus, puisque la responsabilité des élus et le rôle du maire en tant que directeur des opérations de secours est un vrai sujet sur ces questions-là. Donc on travaille sur des outils innovants et notamment sur du serious gaming sur ces points-là. Le troisième que je ne présenterai pas aujourd'hui, où je détaillerai un peu plus dans la slide d'après, sur le CSCV. Le quatrième, sur la valorisation des déchets industriels. Alors toujours avec une notion de maîtrise des risques liés à de la valorisation de déchets. On peut penser à des sédiments de dragage, à des bouts de stations d'épuration, leur réutilisation pour de la revégétalisation. Donc toute cette caractérisation en s'appuyant sur un certain nombre de plateformes sur ces sujets. Et le dernier, qui est plus facile à comprendre, le pictogramme en tout cas, qui est un axe stratégique qui s'appelle innovation et sécurité civile, pour lequel on travaille sur de l'innovation dans le domaine du matériel et des équipements pour les primos intervenants, donc qu'ils soient sapeurs-pompiers ou opérateurs industriels qui sont en face de risques majeurs à gérer. Donc les pôles sont tous des associations de loi 1901 qui sont composées d'un réseau d'adhérents, parce que pour faire émerger du projet, il faut avoir du réseau. Puis il y a un autre métier du pôle qui est de l'animation de réseau, avec quelque chose d'un petit peu gris, qui est de la mise en relation, de la sélection, le fait de trouver des partenaires, quand on est même sur des projets qui n'adressent pas directement le pôle, même sur des projets d'entreprise. Donc nous, on a un peu plus de 200 adhérents, ça change un peu tous les jours, mais dont 130 PME. Alors ça, c'est un vrai critère les pôles sont en premier lieu dédiés aux PME, puisqu'ils permettent aux PME d'avoir accès aux résultats de la recherche publique pour en fabriquer de l'innovation, pour les transformer en innovation, pardon. Donc c'est un des vrais indicateurs pour les pôles qui sont répartis dans des collèges suivant que vous êtes une PME, un organisme de recherche, un organisme financier ou d'assurance, une structure d'accompagnement, association, incubateur, etc. Ou un grand groupe, puisque bien évidemment, souvent à l'origine des pôles aussi, il y a des grands groupes qui ont cru au fait de retrouver de l'innovation dans des PME, comme Jacques le disait tout à l'heure. Donc les pôles donnent accès à des guichets de financement selon les modalités que je vous ai décrites juste avant. Nous, on a financé à ce jour, sont passés par nous 78 projets qui ont obtenu des financements sur les différents guichets pour 40 millions d'euros d'aide obtenue sur un effort de R&D total de 100 millions d'euros. Alors c'est peut-être 42 et 104, c'est les grandes masses financières qui sont à retenir. La vision qu'a le pôle sur la thématique risque, bien évidemment, c'est d'avoir une approche la plus globale possible de la thématique risque au sein de notre réseau et au service aussi, soit des collectivités qui nous financent, parce que nous, on a l'avantage des pôles qui sont sur des thématiques de ce type-là, c'est aussi que nos applications se retrouvent chez les collectivités qui nous accompagnent. Et on est alors, effectivement, tous les pôles ont ce qu'on appelle des zonages de R&D. Nous, on n'est pas qu'à Languedoc-Roussillon. Mais bien évidemment, nous sommes des dispositifs nationaux qui sont au cœur d'un réseau national sur les thématiques que nous animons. L'idée d'avoir des zonages de R&D, au départ, c'est bien d'associer l'excellence d'une filière et de la rendre visible sur un territoire identifié, plutôt que de la laisser éclater sur l'ensemble du territoire français. Alors pour ce faire, il y a d'ailleurs un certain nombre d'incitations financières pour les entreprises qui viendraient s'implanter sur le territoire d'un pôle, et de la part des collectivités territoriales, il y a aussi un effort d'accompagnement particulier sur les filières qui ont été identifiées dans le cadre du dispositif des pôles de compétitivité.
Quelques mots alors sur le sujet qui nous préoccupe aujourd'hui, sur l'axe stratégique ou le DAS numéro 3, qui tourne autour de la maîtrise des risques liés au stockage géologique de CO2 et qui est allé un petit peu plus loin en accompagnant le projet Vasco, qui était pour nous un projet territorial extrêmement important et auquel je suis particulièrement sensible pour avoir travaillé quasiment 10 ans au Grand Port Maritime de Marseille. Les grands sujets que nous abordons, alors évidemment, c'est d'avoir une méthode, un safety assessment global qui sont intégrés pour le stockage géologique de CO2 avec des outils qui permettent de faire de l'audit et de l'évaluation de sécurité du stockage, comme vous l'avez vu dans le projet Manaos. Un enjeu de fond qui est de répondre aux enjeux du changement climatique, ça c'est tout. Enfin, on partage tous cet enjeu, bien évidemment. D'accompagner les PME qui sont membres du pôle, vous aurez un témoignage tout à l'heure, mais il y a d'autres PME qui peuvent travailler sur des produits, du monitoring, tous les équipements qui sont nécessaires à cette surveillance, enfin à cette analyse du risque et à cette surveillance, parce qu'on a un vrai tissu d'innovation sur ces sujets-là, sur nos deux territoires. Un enjeu de maintien de l'emploi, voire même de développement de l'emploi, parce que les deux sujets sont en jeu sur la question industrielle, on le voit avec le projet Vasco. Le sujet, nous aussi, qui nous préoccupe, c'est la protection des populations, parce que quand on parle de risque, on parle toujours de protection des populations et de protection de l'environnement, puisque pour nous, l'environnement est un des piliers du risque. Un sujet, alors vous l'avez abordé tout à l'heure sur les SHS, et qui nous tient particulièrement à cœur, qui est autour des problématiques d'acceptabilité de ce type de projet. Et on a d'ailleurs été mandaté pour mener une étude, enfin plus qu'une étude, puisqu'on a des sessions tests qui sont lancées, sur une formation au métier, alors qui n'est pas forcément un métier, mais à la concertation en tout cas, et tout ce qui tourne autour du débat public, de l'acceptabilité des populations, pour essayer de sortir d'un schéma un petit peu basique qu'on peut retrouver souvent dans ces cénacles. Et on a bien évidemment pour objectif de développer des partenariats entre les différents pôles, puisqu'on est conscient en tant qu'outil de l'État et des collectivités territoriales qu'on n'est pas financé pour faire la même chose, faire de la concurrence entre les pôles. Donc on échange très régulièrement entre les pôles. On est en contact avec, vous en avez deux ici, mais bien évidemment avec tous les autres sur ce sujet-là, pour rester sur des choses qui sont complémentaires, qui ne se recoupent pas ou le moins possible, et essayer de faire des liens, notamment, mais Laurent en dira un mot, sur les problématiques. Nous, on travaille sur le projet Vasco, typiquement, on ne travaille pas du tout au sein du pôle risque sur les problématiques de valorisation. On est vraiment sur captage-stockage, et on fait des liens avec des projets qui se déploient sur nos deux régions, en tout cas, sur les thématiques de valorisation. Et un dernier lien, mais cette journée l'illustre particulièrement, donc ce n'est pas la peine que j'en parle trop longtemps, entre le pôle et les institutionnels qui sont des références dans le domaine, parce qu'il y a aussi à coordonner un effort de recherche, enfin d'innovation français sur ces questions-là. Donc l'ANR et l'ADEME sont les partenaires de référence sur ces sujets-là. Et on est par ailleurs un des pôles, même si on ne fait pas partie des pôles écotechnologie, dont le ministère de référence est le MEDETEL, par ailleurs. Voilà, donc je ne vais pas faire trop long non plus, parce que j'imagine qu'il y en a qui ont des trains à prendre, ou des avions, s'il y en a encore. Ceci dit, et je vous remercie. Merci Richard. Avant de passer à deux témoignages de PME adhérentes des pôles Avenia et Risque, je voudrais peut-être passer la parole en 2 minutes à Laurent Stavo, donc pour une rapide présentation du pôle Trimatech et justement pour présenter quelques projets, je pense à Salinag par exemple, des FUI qui ont été retenus sur le volet valorisation microalgues. Tu as peut-être un micro si tu veux, on peut attaquer la table ronde maintenant. Très rapidement, le métier de pôle vous a été très bien décrit. On le fait tous donc sur nos thématiques. Les 4 thématiques de Trimatech tournent toutes autour des procédés industriels, des éco-procédés industriels. Ces 4 thématiques sont la maîtrise des milieux confinés, les applications des fluides supercritiques, les techniques séparatives et membranaires, et une 4e qui va certainement plus vous intéresser, la production et la valorisation de la biomasse algale. On est un pôle qui est établi dans le sud de la France, qui travaille sur 3 régions. On a 200 et quelques membres. Et nos parrains, puisque tous les pôles sont issus d'une filière ou d'un groupe, nos parrains sont Areva et LCEA. Très bien. Un petit mot sur le projet Salinag, peut-être ?
un exemple de projet, donc Salinalgue, qui était un FUI qui a déjà 1 an et demi, qui a été lancé il y a 1 an et demi, un gros FUI, puisque son budget total était de 7 millions. L'objet de 7 millions et demi. L'objet de Salinalgue était de développer, de créer et de développer une filière de valorisation une filière française de valorisation des microalgues. Et l'idée de Salinalgue sera de voir ce qu'on peut faire en valorisation de microalgues cultivées en milieu ouvert. Hein, contrairement à, donc c'est l'autre partie de la valorisation microalgues. C'est plus la culture milieu fermé. Ce qu'on voit en photobioréacteur. Là, c'est la culture milieu ouvert, type agriculture, dans des grands champs, et on produit des grosses quantités. Et c'est bien entendu c'est le seul mode de culture qui est compatible avec la voie de valorisation qui fait rêver tout le monde, qui est les biocarburants. Alors, sachant que pour ce projet-là, traite bien entendu biocarburants, bioénergie, mais sachant qu'il n'oublie pas du tout les autres filières, la cosmétique, la chimie, l'aquaculture, les compléments alimentaires sont les domaines d'activité qui vont tirer la recherche et qui vont lancer le système et qui permettront, en utilisant tout ce qu'on trouve dans les microalgues, et pas seulement les huiles pour les biocarburants, mais qui permettront de lancer la filière de valorisation de microalgues et peut-être un jour d'aboutir dans 10 ans, dans 15 ans, à des bioénergies. Donc ça, c'est un exemple de projet qui peut vous intéresser. Après, on a des plus petits projets, entre guillemets, que ce gros FUI, sur des développements particuliers, des valorisations particulières, toujours autour de microalgues, par des groupes et des PME locales, certaines. Merci Laurent. On va passer, j'imagine que vous avez des questions-réponses à nous poser, on va passer à 2 témoignages donc de PME. Fabrice Marquez, je n'écorche pas votre nom. Donc d'Aquitaine Électronique. Alors, petite particularité, une PME qui avait l'habitude de travailler dans le cadre d'un autre pôle de compétitivité, qui a rejoint le pôle Avenia, et l'idée était de pouvoir faire profiter de votre expertise technologique dans d'autres domaines applicatifs. Peut-être un témoignage. Tout à fait. Alors aujourd'hui, Aquitaine Électronique travaille essentiellement avec le pôle Aerospace Valley, qui est un gros pôle aéronautique de la région Aquitaine. Nous avons rejoint le pôle Avenia relativement récemment. Bon, le pôle Avenia est relativement récent lui-même. Et c'est vrai que nous, aujourd'hui, on voit cette collaboration, je dirais, d'abord fraîchement, puisqu'elle est nouvelle, mais surtout aussi pour nous comme une opportunité de valoriser nos développements aéronautiques vers d'autres secteurs industriels qui finalement vont avoir des besoins structurels semblables, mais pas forcément des contraintes identiques. Je vais prendre un exemple simple. Nous sommes des spécialistes des systèmes embarqués, donc qui sont soumis à fortes vibrations, qui sont soumis à des pressions importantes. Les fortes vibrations ne sont pas forcément des contraintes environnementales pour du matériel stationnaire à terre. Par contre, toujours dans l'aéronautique, nous développons aussi des bancs de test. Des baies de puissance, tout un tas de systèmes, tout un tas de systèmes industriels qui là, par le fait que c'est développé pour de l'embarqué aéronautique, sont soumis à des contraintes de qualification sévères, qui sont certainement, j'imagine en tous les cas, beaucoup moins drastiques pour de l'industrie de valorisation, captage et stockage CO2. Mais pour autant, le besoin structurel est le même, en ce sens où pour stocker du CO2, à un moment donné, il faudra bien surveiller qu'il est bien stocké. S'il n'est pas bien stocké, il faudra générer des alertes. Tout ça, c'est du contrôle-commande. Donc on arrive sur des besoins structurels qui sont identiques, c'est-à-dire surveillance, analyse, alerte, réaction, contrôle-commande. Et là, nous sommes spécialistes là-dedans, par l'intermédiaire du pôle Aerospace Valley. Et c'est vrai que ce que nous souhaitons dans cette collaboration avec le pôle Avenia, c'est justement pouvoir utiliser cette expérience pour proposer ce genre de solution à d'autres industriels qui n'auraient pas forcément eu comme premier réflexe de venir nous consulter, étant donné que nous sommes plutôt des professionnels de l'aéronautique. Donc ce que l'on attend aussi, c'est, on va dire, le fait de pouvoir avoir des rapprochements
des informations et la possibilité de proposer nos solutions à des industriels tout simplement qui n'auraient pas eu par nature, par réflexe, qui ne seraient pas venus nous voir. Voilà, puisque on n'imagine pas forcément aujourd'hui qu'un industriel du CO2 aille consulter des industriels plutôt de l'aéronautique pour répondre à ses propres besoins, alors qu'en réalité, in fine, c'est relativement proche. Donc j'ai une petite question. Qu'est-ce qui vous a amené à venir aujourd'hui à Marseille, faire ce déplacement pour justement participer à ce colloque ? Eh bien, déjà, la découverte du secteur. Comme je le disais, nous ne sommes pas, a priori aujourd'hui, spécialistes du domaine. Bon, nous avons participé à des projets de recherche financés par l'ANR pour la conception de torréfacteurs, par exemple, pour le recyclage de matériaux biomasse. Donc aujourd'hui, nous avons mis au point un pilote qui est à l'université de Pau. Donc nous avons déjà mis un pied, entre guillemets, quelque part, dans l'industrie, si je puis dire, de la valorisation des déchets organiques. Mais il est vrai que bon, le CO2, ce n'est pas forcément un domaine que nous connaissons, et ce n'est pas, très honnêtement, je le disais, des opérateurs qui seraient venus nous voir, mais de notre point de vue, c'est pareil, on n'aurait pas forcément eu le réflexe d'aller vers ces industries-là si auparavant Avenia ne nous avait pas dit mais c'est marrant parce que ce que vous faites finalement pourrait être intéressant pour d'autres. Et donc en ce qui me concerne, je suis venu là déjà pour voir, pour prendre entre guillemets la température et justement pour essayer d'analyser, creuser un peu plus les besoins potentiels qui peuvent correspondre à ce que nous faisons déjà dans d'autres secteurs d'activité. Qui vous a présenté le pôle Avenia ? Je crois que le pôle Avenia est venu... ça s'est fait progressivement, je crois. Il y a eu des échanges. Donc il y a eu une identification de la part du pôle aussi de vos compétences. Oui, il y a eu une identification de la part du pôle aussi. Il y a eu des échanges. C'est vrai que nous, aujourd'hui, nous diversifions un certain nombre d'activités aussi. C'est une stratégie d'entreprise, hein, nous diversifions. Donc le pôle Avenia est également venu nous voir pour voir un petit peu vers quel domaine on souhaitait se diversifier. Et ça s'est fait, je dirais, de façon... je ne vais pas employer le qualificatif de tranquille parce que ce serait relativement péjoratif, mais ça s'est fait, on va dire, dans le bon sens, d'une façon structurée, avec des prises de contact régulières. Et aujourd'hui, effectivement, nous sommes membres du pôle Avenia. Et bien, par exemple, notre venue à ce séminaire a été fortement incitée, et je les en remercie, par le pôle Avenia. Mais il est clair que si nous n'avions pas eu des échanges fréquents sur ce sujet, on ne serait peut-être pas venu aujourd'hui. Donc de ce point de vue-là, c'est une réussite. Je voudrais profiter de l'occasion pour revenir sur ce que disait Christian Heuser ce matin, sur la structuration justement de cette filière et de l'identification des compétences. Je crois qu'un grand besoin, c'est de pouvoir identifier les technologies, les savoir-faire qui pourraient être mis à profit de la filière CSCV. Je pense qu'on a tout à fait l'exemple, c'est qu'on n'a pas encore identifié la totalité, établi la totalité de la filière et voir où sont les gaps. Et donc, on est en train de faire ce travail. Donc, Avenia et le pôle risque ont déjà répondu. Accélérant est en train de le faire. Je pense qu'il faudra l'étendre à tous les pôles de compétitivité qui, de près ou de loin, œuvrent sur le sujet. L'idée pour nous est de véritablement voir aussi sur ces gaps-là, comment aller chercher de nouvelles compétences. Et ces compétences-là, on va pouvoir aussi les trouver dans d'autres pôles de compétitivité. On le pratique, nous, par exemple, en région PACA, de manière assez courante avec des partenaires tels que les pôles Pégase, en aéronautique, par exemple, le pôle SS, solutions communicants sécurisées, le pôle MER, le pôle Optitech sur des solutions optiques. Donc là, véritablement, après, à nous aussi de faire cet effort de pouvoir aller chercher la compétence dans les autres pôles de compétitivité. Et on espère pouvoir faire ce relais. Je ne sais pas si vous voulez apporter un complément d'information, Christian, sur ce volet. Vous voulez prendre un micro? Hop. Il faut appuyer longuement. Oui, venez. Oui, très rapidement pour en complément à ce que tu as dit, évidemment pour nous ministère, donc pour nous, je dirais administration centrale, parfois un peu loin du terrain, si je peux le dire comme ça, il est
indispensable, notamment pour des filières comme le CSCV, d'avoir des liens étroits avec des acteurs au niveau local, régional, qui connaissent bien la filière, qui sont dans une démarche de dynamisation de la filière, identification des compétences. Et c'est là où, je pense, on retrouve notamment les pôles de compétitivité. C'est pour ça que, au-delà de leur mission, je dirais, on les a vus classiques par rapport à la compétitivité du territoire, par rapport à porter un soutien à la croissance, à l'emploi. Pour nous, notamment encore une fois pour une filière comme le CSCV, il est important d'avoir ces liens-là dans une logique pas du tout dans une logique de suivi vers de contrôle, au contraire, dans une logique aller ensemble vers une filière nationale qui s'appuie sur les relais au niveau régional. C'est pour ça qu'il y a maintenant pas mal de temps, on avait réuni un groupe avec notamment l'ADEME, l'ANR, avec les pôles qui sont là en partie aujourd'hui, où on s'est posé la question comment faire pour unifier les acteurs. Différentes idées ont été évoquées, organiser un colloque, ça a été merveilleusement repris par les organisateurs, donc ça a été le cas, et aussi réaliser un inventaire, quelque part, une cartographie, un inventaire des acteurs de la filière. Donc ça c'est en cours, et nous évidemment on espère que là c'est que le début, parce que c'est alimenté par du pôle, qu'on puisse aller plus loin pour avoir un inventaire national. Donc une fois de plus, pour nous il est indispensable d'avoir ces liens étroits avec les acteurs au niveau local, régional, qui sont les pôles de compétitivité. Merci Christian. Et justement, dans ce sens-là, je vais passer la parole à Michel Julien, donc adhérent du pôle risque, donc de la société EcoGeoSafe qui vient de se créer, donc il y a quelques mois de ça. L'idée pour nous, c'est justement lorsqu'on identifie aussi des gaps, c'est de pouvoir faire en sorte que des gens puissent porter ces thématiques-là, pardon. Et notre souhait, c'est pas se limiter à un apport thématique, mais c'est aussi d'accompagner les PME dans leur développement économique, dans leur structuration. Et pour cela, on s'appuie sur des outils qui sont des outils régionaux, tels que les incubateurs, les pépinières, qui ont pu participer à la constitution et à la création de cette entreprise. Michel, si tu veux témoigner. Tout à fait. Donc merci d'abord Sébastien, merci aux courageux qui sont encore là, parce que la journée est longue. Donc c'est vrai, là j'ai un témoignage un petit peu particulier, parce que en tant que PME, je suis de l'autre côté de la barrière depuis très peu de temps, puisque EcoGeoSafe a quelques mois. Et avant, j'ai passé 16 années au sein du CEA en tant que chef de projet sur la maîtrise des risques pour l'ensemble du CEA civil, et dont l'une des thématiques de valorisation de notre savoir-faire en termes notamment de sûreté des stockages tels qu'ils ont pu être développés autour du stockage des déchets radioactifs, a été autour du stockage du CO2. Et donc, dès les tout premiers appels d'offres de l'ANR de 2005, j'ai participé à l'élaboration et ensuite à la réponse des projets géocarbone. Et donc, nous avons répondu notamment, in fine, à l'aspect géocarbone intégrité, parce que dès le début, l'une de nos visions clés en termes de passage à un stade industriel du stockage géologique du CO2 était l'acceptabilité politique et industrielle, donc de lever des verrous, dont les verrous qui nous semblaient essentiels étaient le verrou de la sûreté, de la sécurité et de la maîtrise des risques associés à la mise en place d'une solution technologique de stockage qui soit validée. Donc, plusieurs années de mobilisation autour de ce thème et une implication au sein du pôle risque forte du CEA sur cet axe-là. Et comme l'a dit très bien Sébastien, des outils existent parmi les pôles qui sont cette animation de réseau, cette agrégation de compétences et ce lien vers les institutionnels. Et pour moi, le pôle a été aussi un creuset d'opportunités qui a été un des facteurs qui a permis
qui m'a poussé vers cette décision de créer cette société pour venir un peu combler certaines lacunes qu'on pouvait sentir, certains besoins. Et donc, j'ai créé EcoGeoSafe, qui est un bureau d'études en ingénierie environnementale dans le multirisque et qui est adossé à son propre laboratoire de mesures environnementales, de recherche et de développement, et notamment d'expérimentation sur tout ce qui est vieillissement des matériaux de structure, d'infrastructure. Notre credo, indépendamment de la nature du risque ou de la nature de la cible, de la nature du client, c'est qu'on a un savoir-faire donc historique venant du CEA sur les analyses de vulnérabilité. Donc c'est vraiment, on se place très en amont sur l'identification de la vulnérabilité des systèmes industriels, des écosystèmes naturels, et nous nous positionnons sur l'identification des sources possibles de défaillance des choix technologiques. Et donc on va jusqu'à définir, construire, proposer pour des clients des plans de prévention. Donc ça peut être le cas pour des plans de prévention pour des risques d'inondation, par exemple, pour des collectivités locales. Mais dans le cas du CO2, nous nous positionnons sur la partie analyse de vulnérabilité des choix technologiques. Donc ça peut aller jusqu'à l'altération des matériaux de structure, donc on reproduit expérimentalement. Ça peut aller aussi à l'identification de solutions permettant de gérer des risques associés aux impuretés, des phénomènes microbiologiques dans l'environnement que l'on peut porter autour de cette filière. Et à travers le soutien du pôle, qui nous a ouvert les bras de son réseau et qui nous l'a agité pour que nous puissions en bénéficier dans cette phase qui est quand même critique de création, ce que je tiens à souligner, c'est que le pôle a permis de nous ouvrir immédiatement tout un champ d'opportunités dès la création de la société, tant au niveau commercial qu'au niveau des soutiens institutionnels, qu'à travers la mise en place de structures d'accueil transitoires en attendant qu'on ait nos locaux, nos bâtiments dans une pépinière, vers un incubateur. Donc c'est ce soutien à la création qui n'est pas simplement un soutien à la vie propre d'une PME, mais c'est vraiment ce soutien à la création qui est un des facteurs déclenchants de notre aventure dans tous les cas. Donc voilà, ça c'est vraiment un effet pôle de compétitivité. Au-delà de l'animation scientifique et technique, c'est ce soutien technique vers la création, ce soutien humain vers l'animation de réseau qui est décisif, voilà, que je tiens à souligner ici. Voilà. Merci Michel.